La réforme de la PSC du Big Bang au succès, point d'interrogation. Quelles sont les conditions de succès de cette réforme? C'est l'enjeu de nos discussions, ce colloque organisé par la Mutualité Fonction Publique en partenariat avec acteurs publics. Faisons un focus hôpitaux, quid de l'hospitalière. Va-t-on vers le meilleur de la réforme pour les agents hospitaliers? Merci de nous avoir rejoints, Noémie Chaubel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des ressources humaines du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Vous êtes par ailleurs trésorière adjointe de l'association, influente association des acteurs RH des hôpitaux publics. Merci de nous avoir rejoints. Benoît Fralin, normalement, vous êtes avec nous en distanciel. Monsieur le président de la MNH, est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas. Le son va... Voilà, on vous salue le temps que le Bonsoir. son... Bonsoir. Peut-être démarrons l'échange avec vous, Noémie Chaubel. Quel regard sur cette réforme? On a parlé État, on a parlé collectivité. On voit que le timing, le calendrier n'est pas tout à fait le même, mais les enjeux sont tout aussi forts. Alors, le calendrier n'est pas exactement le même, effectivement, et le contexte est aussi un petit peu différent, puisqu'on a vu là les différents débats sur comment on passe d'un dispositif à un autre. Aujourd'hui, dans l'hospitalière, nous, on n'a pas de protection sociale complémentaire. Alors, on a d'autres dispositifs, donc on va reparler, mais voilà, donc c'est le contexte et le timing est un peu différent. Donc aujourd'hui, dans la fonction publique hospitalière, on a nos spécificités, on est un petit peu différent, on aime bien. Déjà, on a l'article 44, donc pour ceux qui connaissent, c'est les soins gratuits pour les professionnels qui travaillent dans un établissement public de santé, dans son établissement public de santé. Donc ça, c'est une première particularité. Alors, dans la vraie vie, ils sont difficiles à mettre en œuvre, puisqu'ils doivent se déclarer en avantage en nature, que c'est dans l'établissement dans lequel on travaille. On voit tout de suite que quand on est dans un EHPAD ou dans un établissement public de santé mentale, ça pose quelques questions. On a ensuite une deuxième spécificité qui est le CGES, qui est le comité de gestion des œuvres sociales, alors qui n'est pas une mutuelle, qui n'est pas un assureur, mais qui a un rôle d'action sociale et qui vient effectivement compenser une partie du salaire quand les professionnels sont en demi-traitement après 90 jours, mais c'est qu'une partie, donc on pourra en rediscuter. C'est pas du tout la même chose que de la prévoyance. Faut pas tout confondre. On n'a pas d'historique, ça aussi, je pense que c'est important de l'avoir en tête quand on travaille sur ce sujet. On a des publics qui sont un petit peu différents. On a les médecins et puis on a les soignants, les techniques administratives, logistiques. Ils ont des attentes très différentes. On pourra en reparler. Les médecins s'orientent plus vers la question de la prévoyance. C'est un sujet qui les intéresse plus pour des raisons qu'on peut comprendre aussi. Alors que peut-être que pour les professionnels de santé, la question de la mutuelle, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'expriment. Donc voilà, c'est effectivement une temporalité et des enjeux différents. Et puis il y a toute la question, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas. Alors jusqu'à présent, j'ai entendu beaucoup d'experts en parler, donc je n'ai pas du tout la prétention, mais nous, on n'a jamais fait ça. Donc, il y a un gros travail, en tout cas à l'hôpital, d'information. On parle de quoi? Et quand on dit PSC, c'est quoi derrière? C'est quoi une mutuelle? C'est quoi une prévoyance? Facultatif, obligatoire, collectif, individuel, c'est des notions qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a un temps de formation des acteurs, des organisations syndicales, des acteurs RH, des acteurs de la direction des finances. On en parlera parce qu'il y a un petit sujet financier. Donc, il y a un tout petit sujet qui est important, mais aussi des DRH. Il faut qu'ils comprennent que c'est un sujet qui est important. C'est leur sujet. C'est pas parce que pour le moment, ça a été très pris par la direction des achats dans les hôpitaux, parce qu'il y a cette question de marché. Et donc, nous, on milite, en tout cas, à l'adresse pour dire que c'est un sujet DRH, parce qu'il y a une question attractivité. On nous pose beaucoup, tout à l'heure, ça a été dit, cette question de est-ce que vous avez une mutuelle? Jusqu'à présent, nous, à l'hôpital, on n'a rien. Il y a cette question de marque employeur. Qu'est-ce qu'on veut pour nos professionnels? La fidélisation, il y a beaucoup de sujets. Donc, nous, on essaye de militer pour dire c'est vraiment un sujet de DRH. C'est quoi la santé qu'on veut pour nos professionnels de demain? Merci d'avoir posé de façon énergique comme ça les enjeux. Anne-Marion et un distinguo. Je voyais tiquer sur... Oui, là je tique. Les acheteurs font de très mauvais acheteurs de PSC. Là, c'est un vrai sujet. Alors, pas que sur l'hôpital, mais sur toutes les fonctions publiques. Même dans le privé, on s'aperçoit que les acheteurs font de très mauvais acheteurs de PSC. Donc, vous avez raison, c'est un vrai sujet RH parce que c'est de la rémunération périphérique. Ça rentre absolument dans le jeu de la RH. Pour autant, le savoir-faire des acheteurs n'est pas neutre, mais il y a un point théorique qu'il faut qu'ils apprennent. Donc, il faut absolument former les acheteurs de la fonction publique. Là, je mettrai un point très fort à ce stade de nos échanges. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, il y a une notion en droit du commerce qui s'appelle la notion de vente à perte. D'accord.
quand on fait des benchmarks, qu'on compare les yaourts Danone aux yaourts Maminova, Pour ne pas les citer. pour voilà. ne pas les citer, bien sûr, le prix de vente est supérieur au prix de revient. Ouais. Donc, quand on fait des benchmarks ou quand on fait des appels d'offres, cette interdiction de vente à perte fait qu'on compare du comparable. En assurance, l'inversion de cycle de production, le fait qu'on encaisse des cotisations d'abord et qu'on paye des prestations peut-être après, fait que le prix de vente n'est pas garant du prix de revient. Donc, dès qu'on met d'expérience, dès qu'on met l'achat de protection sociale complémentaire dans les mains des acheteurs, Tout est dit dans la moue. Je précise que Benoît Fralin est en distanciel, mais on est en train de régler un petit souci de connexion. Continuez à poser vos questions. Noémie Schaubel, sur le... Alors, on a parlé là, pendant l'heure écoulée des avancées, quelques interrogations aussi sur la réforme côté territorial et État. Quels sont les enjeux de l'hospitalière? Quels risques santé, quels risques prévoyance devraient être rendus obligatoires? Ou les deux, il faudrait. Alors, sur la fonction publique hospitalière, c'est difficile parce que les négociations, elles sont encore en cours. Donc, nous, on est encore bien loin de tout ça. Le cadrage, il est pas défini. Alors, on regarde effectivement attentivement ce qui se fait dans la fonction publique d'État, pour ne serait-ce qu'avoir une idée du financement qui peut-être nous sera demandé, puisque on regarde aussi ce qui est fait dans la territoriale, parce que nous aussi, on a une question, ça a été dit tout à l'heure, de territoire. La fonction publique hospitalière, c'est 4500 employeurs sur l'ensemble du territoire. Donc, se pose là aussi la question de cette PSC, est-ce qu'elle est spécifique à un établissement, à un GHT, un groupement hospitalier de territoire, à une région, à l'ensemble du territoire? Enfin, voilà, c'est aussi des questions qui se posent. Est-ce que ça va être un facteur de concurrence ou au contraire? Enfin, voilà, donc on regarde ce qui se passe dans la fonction publique et dans la fonction publique d'État et territoriale, parce que justement, comme on arrive en dernier, on sait bien que toutes ces questions vont revenir. Et puis, c'est aussi pour nous important de voir toute la partie de la négociation, puisque je pense que là aussi, c'est un point très important dans la PSC, la question du dialogue social et de la négociation autour de ce sujet. Donc voilà, comment c'est géré et comment on va devoir, nous, bien fixer le cadre pour que dans nos établissements, on arrive justement à avoir un temps d'échange constructif pour arriver à la meilleure solution pour tous. Voilà. Et puis tout le diagnostic du coup qu'on a un peu le temps là de faire sur aujourd'hui c'est quoi l'état de santé de nos professionnels. On donnait quelques chiffres, c'est peut-être bien qu'on commence à les regarder et qu'on se prépare justement au mieux pour ces négociations qui arrivent. C'est ça, pour avoir le meilleur de la réforme pour les agents hospitaliers. Benoît Fralin, vous nous avez rejoint, je crois que la connexion fonctionne, vous êtes présidente de la MNH, vous m'entendez? Oui. Alors, on a commencé à évoquer cette réforme côté hospitalière. On l'a dit, le timing n'est pas tout à fait le même, les enjeux sont différents. Qu'attendez-vous, pour poser la question directement, qu'attendez-vous de cette réforme? Alors, un des sujets, ma collègue qui intervient au titre de l'adresse des DRH hospitaliers, je la salue, a parfaitement planté le décor. Et donc, le sujet qu'on a en tant que mutualiste, j'allais dire affinitaire, qui connaissons bien la population hospitalière, historiquement, on est très positionné, pour ne pas dire concentré, sur le champ de la FPH, avec compris donc une connaissance, on va dire, en matière de consommation de soins, forcément des hospitaliers. Et on voit qu'au-delà du principe de l'envie qu'on peut avoir de se distinguer des autres fonctions publiques, nous n'avons pas exactement les mêmes types, alors je dis nous les hospitaliers, nous n'avons pas exactement les mêmes types de consommation et de comportement dans l'accès aux soins, alors qui est relativement aisé, mais avec des limites pour une grande partie des hospitaliers, mais qui néanmoins n'est pas exactement le même qu'en population générale, voire dans le reste de la fonction publique. Donc il faut qu'on ait la capacité au niveau des... Alors là, pour le coup, je me situe en tant qu'opérateur mutualiste. Il faut qu'on ait la capacité à avoir des réponses qui soient adaptées aux populations qu'on couvre. Et alors, je vais prendre un exemple. Je pense que les transpositions pures de l'État, par exemple, ou de la territoriale dans l'hospitalière ne pourront pas fonctionner. Je vais citer un métier qui est parfaitement identifié. Vous prenez les infirmières, elles sont majoritairement dans la FPH, oui. Et les attentes des infirmières, et y compris leurs besoins, j'allais dire exprimés ou non exprimés en matière de santé,
n'est pas exactement comparable aux quelques infirmières qu'on a à l'État, donc qui sont essentiellement d'ailleurs, il y avait tout à l'heure Mathias Savignac, qui sont essentiellement majoritairement à l'éducation nationale, ou alors dans la FPT, où on a aussi quelques personnels infirmiers qui sont sur des missions assez spécifiques. Je pense par exemple dans les PMI ou dans un certain nombre de dispositifs de ce type qui sont portés par les collectivités locales. Et nous, on a quand même, de ce point de vue-là, à la fois une masse et une atypie sur lequel on doit travailler de manière spécifique pour répondre au mieux aux besoins des personnels infirmiers. Il y a un sujet qui n'est pas neutre, qui a été abordé tout à l'heure par ma collègue, c'est le contexte particulier que les autres fonctions publiques n'ont pas de l'ex-article 44 et de l'existence donc, du Comité général des œuvres sociales. Et je vous avoue que, en fait, dans le contexte, et peut-être plutôt d'ailleurs en s'inspirant, parce qu'il ne faut pas nier ce que font les autres, même si on ne peut pas faire de la transposition pure et simple, en s'inspirant de la démarche qui a été conduite de manière, de mon point de vue, assez intelligente dans la fonction publique hospitalière, tant côté employeur que représentant des personnels et des mutuelles, des opérateurs d'assurance, on est obligé de constater que finalement, ils se sont dit que la priorité était peut-être plutôt le champ de la prévoyance. Et moi, je finis par m'interroger si le paradigme qui a été posé dans l'ordonnance du 17 février 2021, qui était on va traiter la santé, puis on traitera après la prévoyance, je finis par me poser la question, alors pas qu'en tant que président de mutuelle, mais y compris en tant que directeur d'établissement, je me demande s'il ne faut pas finalement remettre du bon sens et s'inspirer de nos collègues de la territoriale qui ont peut-être remis les sujets dans le bon ordre. Moi, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, on a plus besoin d'avoir des réponses qui relèvent du champ de la prévoyance, au sens le plus strict et noble du terme, que la bonne solution, j'allais dire, entre guillemets, le contrat pas cher en santé. Je pense que c'est moins la priorité qu'on doit poser sur la FPH. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est ça le bon sens, Anne-Marion ? Oui, bien sûr que oui. Évidemment, encore une fois, un invalide avec un complément de revenu sans mutuelle pourra se soigner. Un invalide sans complément de revenu avec une mutuelle renoncera à des soins. Donc oui, bien évidemment, la prévoyance first. On est, voilà, la prévoyance en premier. Voilà. Oui, en premier, bien sûr. Noémie Chauvel, vous êtes d'accord avec votre collègue ? Oui, je suis d'accord. Après, effectivement, je le redis, c'est quand même des sujets qu'on découvre. Donc, voilà, il y a vraiment cette nécessité de se les approprier, parce qu'au début, quand on parle prévoyance, on peut tout de suite se dire, enfin, en tout cas, à l'hôpital, c'est un peu le premier réflexe, c'est de se dire, attends, il y a un statut, il y a des congés, il y a des, enfin voilà. Donc, mais je suis assez d'accord que finalement, le risque de cette mutuelle, effectivement, à bas prix, enfin bon, voilà, il y a plein de sujets et la question, mais en tout cas on le voit et on est nombreux et on essaye de le porter comme une opportunité, effectivement, de se dire, peu importe dans le sens lequel on le prend, mais de se dire, voilà, on pourra collectivement travailler sur la santé des professionnels, et ça, c'est important. Mathias Savignac l'a dit tout à l'heure, c'est aussi des appuis pour lancer des actions spécifiques. Par exemple, au GHU, on a lancé une action autour de l'endométriose. 80% des professionnels dans les hôpitaux sont des femmes, donc envie de travailler sur ce sujet. On en avait parlé, souvenez-vous. Donc voilà, c'est aussi des opportunités de travailler sur la santé de nos professionnels. Et Benoît l'a dit, voilà, à l'hôpital, c'est des conditions qui sont difficiles, c'est des horaires 24 heures sur 24, qu'on appelle atypiques. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de la question des conditions de travail. On revient à des niveaux d'absentéisme que nous, les DRH, on qualifie de normaux, entre guillemets, qui sont aux alentours de 8%, mais c'est énorme. On était à 11-12% il y a encore 2 ans, avec tout ce qu'on a traversé. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de la santé de nos professionnels. Alors, prévoyance mutuelle, mais en tout cas, le message qu'on porte, c'est une opportunité. 2026, ça paraît loin, mais c'est demain. Donc, voilà, pour la FPH, c'est 1er janvier 2026, mais en fait, 1er janvier 2026, c'est demain. Il faut commencer à travailler sur ces sujets. Alors, Anne-Marion et puis Serge Brichet. Un point, se souvenir que dans le privé, on a négocié en 2013, il y a 10 ans, une mutuelle obligatoire en disant que on raserait gratis demain, c'est-à-dire qu'on parlerait de prévoyance plus tard. On est en 2023, on n'a toujours pas généralisé la prévoyance dans le privé. Donc, prudentiellement, je vous recommanderais effectivement de généraliser la prévoyance en premier. Je crois que le message est passé. Serge Brichet et puis Benoît Fralin.
Oui, moi je ne veux pas nuancer le message des deux intervenantes. Prévoyance first, moi je dirais prévoyance et santé together. Non, mais parce On que va arrêter ces non, anglicismes. mais parce que c'est très important au départ en tout cas de poser sur la table les besoins des agents. Après, il faut certainement les prioriser dans la démarche. Et nos amis des fédérations syndicales qui sont présents dans la salle savent très bien que le saucissonnage du dossier par le ministère arrive à poser ces interrogations et les difficultés qu'on constate aujourd'hui. Merci beaucoup. Benoît Fralin, pardon. Ensemble, en premier, pas de saucissonnage. Comment vous préparez à 2026 Il y a un besoin, Noémie Chobel le disait, d'accompagnement, de pédagogie, d'explication, de sensibilisation aussi. On ne saucissonne pas. Et puis plus largement, comment on se prépare à 2026 ? Alors, la préparation, en tout cas pour la Mutuelle nationale des hospitaliers, c'est de se mettre en capacité, y compris, donc je pense que c'est identifié par les spécialistes du sujet, y compris via des dispositifs comme bien d'autres mutuelles qu'on a nommé Alliance, ce qui veut dire, avec d'autres partenaires, pour nous mettre en capacité en fait de répondre à toutes les éventualités. Parce que comme l'a dit ma collègue, et puis je comprends qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs dans la salle qui représentent les organisations syndicales, de la FPH j'imagine en particulier, la difficulté que nous avons, c'est que pour le moment, d'ailleurs comme à chaque fois dans l'histoire, ça date de nombreuses années, pour pas dire, des décennies, la FPH est le troisième versant et on passe toujours entre guillemets après les autres. Alors ça peut donner des avantages de temps en temps, c'est que les autres font les réglages et essuient les plâtres, mais ça peut aussi produire des inconvénients. Donc quand on est opérateur, on va dire en capacité de répondre à ce que vont attendre les professionnels et les établissements, parce qu'il faut bien qu'on ait ce registre dans la tête, qui n'est pas toujours acquis parfois dans certains établissements, c'est que tout ça va devoir passer par, une structuration peut-être un peu plus solide que ce qu'on a fait historiquement dans nos établissements de santé, de dialogue social qui permet d'être assez performant sur ces sujets qui sont quand même éminemment techniques. Et c'est vrai, ma collègue l'a dit, on a un gros besoin de pédagogie pour expliquer tous azimuts et aux directions d'établissement et aux représentants des organisations syndicales dans les établissements quels sont les mécanismes et que ça ne se réduit pas uniquement à dire je vais vous donner 7 € chez un, 30 € chez l'autre par mois pour payer votre mutuelle. C'est quand même un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, nous, on s'est organisé, on continue à se préparer, à être en capacité de répondre à toutes les éventualités. On pense quand même que nous aurions intérêt, ça a été dit, je l'ai entendu tout à l'heure de la bouche de mon collègue de la MNT, nous aurions intérêt à ce qu'il y ait un cadrage national quand même relativement clair qui fixe bien le cadre, on va dire en quelque sorte, avec une négociation nationale pour éviter qu'on ait trop de dispersion dans les attentes des établissements et potentiellement des organisations syndicales, puisque quand on descend dans les établissements, les syndicats, j'allais dire, ont quand même une grande marge d'indépendance et d'autonomie, quand même ils sont liés aux fédérations, parce que le risque qu'on a, c'est que les plus gros vont s'en sortir parmi les établissements et les agents des plus gros établissements, et puis quand on est dans un EHPAD isolé, ça va être beaucoup plus compliqué. Et on peut même penser, ce que parfois mes collègues n'entendent pas, c'est qu'il y a même des opérateurs qui peuvent ne pas répondre. C'est-à-dire que quand on est dans la logique de la commande publique, pour le coup, on y est pour de vrai, et y compris les assureurs, les mutualistes, peu importe qui, les assureurs mutualistes, vont choisir des risques. Et je pense que mes collègues dans les établissements ne se rendent pas compte qu'ils peuvent se retrouver dans une situation où, je ne vais pas dire qu'ils n'auront pas de réponse, mais ils auront un seul opérateur qui va nécessairement imposer ses règles. Et que peut-être le grand rêve de la solution parfaite pour l'attractivité et la fidélisation peut devenir un cauchemar. Et moi, je passe une partie de mon temps à expliquer avec les équipes de la MNH, et maintenant d'autres le relaient, parce que je vois les groupements d'achat hospitaliers ont commencé à relayer ce message. Ce n'est pas un sujet aussi simple. Pour essayer d'être pédagogue, j'en terminerai là-dessus, ça parle en général mieux aux hospitaliers. Je pense qu'on est dans un schéma sur lequel il faut qu'on soit prudent, parce qu'on peut se retrouver dans la configuration dans laquelle on s'est trouvé quand on a été amené à jouer les mises en concurrence sur la responsabilité civile médicale dans les établissements, et on a vu ce que ça donnait
Globalement, aujourd'hui, je vais faire très simple, il y a 2 opérateurs, maximum 3, et certains se sont retirés du marché. Et on est obligé de constater que le niveau de responsabilité, les niveaux d'engagement en quelque sorte ou de risque qui sont pris dans les établissements n'ont pas nécessairement évolué de manière considérable, alors que les primes, elles ont considérablement évolué. Donc il faut qu'on soit extrêmement prudent par rapport à cet exercice et qu'on explique à nos collègues que ça n'est pas uniquement la prise en charge tous les mois, pour être gentil, de la mutuelle santé, de l'infirmière ou de l'aide-soignante. C'est un sujet beaucoup plus raffiné. Et donc, je reboucle en dernier point, je suis un peu long, je m'en excuse, sur le fait qu'au niveau de la MNH en tout cas, on s'est préparé à la plasticité. C'est-à-dire que demain, on se dit peut-être qu'il peut y avoir du référencement de la débilisation et on sera sur des contrats individuels, par exemple sur un sujet qui est la santé, type la FPT par exemple. Mais on se prépare aussi à faire du contrat collectif et on passe effectivement des accords avec des opérateurs pour pouvoir être solide sur le plan des contrats collectifs. A priori, on peut l'estimer peut-être à adhésion obligatoire et on essaiera effectivement d'être le plus cohérent possible pour répondre aux attentes des hospitaliers en général et faire en sorte que la réponse soit adaptée et que ça ne soit pas une réponse plaquée qui viendrait de l'extérieur et qui, à mon avis, produira des dégâts considérables à moyen terme. Merci beaucoup. On va conclure ce volet hospitalier dans quelques instants, puis on donnera la parole à Éric Chenu, le président de la Mutualité française, pour conclure nos travaux. Noémie Schaubel, donc on le voit, beaucoup d'enjeux, une apparence complexe, les opportunités sont fortes, et puis un enjeu budgétaire qui est peut-être... Oui, un enjeu, effectivement. Quel dispositif pour la FPH? Il y a la question, effectivement, de sa soutenabilité. Et il y a un vrai enjeu financier qui inquiète. Il ne faut pas non plus... faut pas se mentir. Après, il faut voir les opportunités. Et on l'a dit, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue les spécificités de la fonction publique hospitalière. Et effectivement, on est des fonctionnaires, mais on a, en tout cas, dans nos relations à la santé et aux soins, peut-être des comportements un petit peu différents, des particularités dans notre statut. Mais voilà, donc il faut se préparer, faut bien étudier ce qui est fait dans la fonction publique d'État et territoriale et puis voir comment tout ça va se transporter avec encore beaucoup d'incertitudes puisqu'on ne sait même pas, nous, dans la FPH, est-ce que c'est que santé, est-ce que c'est et prévoyance, il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'était bien de faire ce focus justement pour poser les questions et engager les choses. Voilà. Juste un point, peut-être prendre exemple sur les cliniques privées aussi, dont on sait qu'elles ont eu du mal pour certaines à trouver des assureurs, parce que le risque fait peur un petit peu aux assureurs. Donc la mise en concurrence, le fantasme d'avoir des meilleurs prix, je pense que dès le départ, il faut y renoncer. Merci beaucoup. À vous le mot de la fin sur cette séquence hospitalière, Benoît Fralin. Voilà, prudence, engagement, il faut suivre tout cela, suivre tout ce qui se passe à l'État dans la fonction publique territoriale. Et, c'était le titre, Serge Bréchet, de notre séquence, en prendre le meilleur de la réforme pour les agents hospitaliers. Benoît Fralin. Écoutez, vous venez vous-même de faire la conclusion que je voilà, ferai. C'est tout conclu, on avance. Être véritablement en position... c'est pas que d'observation, mais y compris d'être attentif pour qu'on puisse préparer les bonnes réponses en fonction des spécificités de la FPH. C'est clairement ça l'enjeu, je pense, et l'intérêt de tout le monde, que ce soit la mutuelle, j'allais dire, affinitaire du secteur, et puis pour les établissements et les professionnels qui travaillent dans nos établissements. Merci beaucoup, Benoît Fralin. Vous êtes président de la MNH. Noémie Schaubel, merci d'être venue. Vous êtes directrice des ressources humaines du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, trésorière adjointe, c'est ça, de la très influente Adresse, l'association des acteurs RH des hôpitaux publics. On va conclure nos travaux. Vous restez avec moi, Serge Bréchet, Anne Marion. On va donner la parole dans un instant à Éric Chenu, président de la Mutualité, la Fédération nationale de la Mutualité française, pour conclure nos travaux. Peut-être la régie, si vous voulez bien, on avait un tout dernier extrait. Alors on revient sur la territoriale, la vidéo numéro 1 de Philippe Laurent. On regarde le temps que Éric Chenu s'installe et qu'on conclut nos travaux. Bougez pas, restez avec nous. C'est une réforme que nous attendons depuis longtemps. Il faut voir d'où l'on vient. Avant 2011, les employeurs territoriaux ne pouvaient même pas participer en quoi que ce soit au financement de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire aux mutuelles ou à la prévoyance. Il y a eu un premier pas en 2011 qui a permis qu'ils financent, qu'ils puissent participer, mais c'était à leur bon vouloir.
et un deuxième pas qui a été franchi en 2021, après la loi de 2019, avec maintenant l'obligation de financer. Et la question qui se pose, c'est de savoir à quel niveau, à quel montant, selon quelle proportion. Je rappelle que dans le secteur privé, on est déjà beaucoup plus loin, puisque déjà depuis une dizaine d'années, les employeurs participent à hauteur de 50% des cotisations, au minimum, 50% au minimum. Et donc, par conséquent, il y avait évidemment un enjeu très important pour nos agents à ce que nous puissions progresser sur cette question.